Bien, ben bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de densification d'entrepôts. Mon entrepôt est plein, robotisé pour densifier. Donc voilà, Jean-Christophe, c'est à toi. Merci Christophe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, moi, je m'occupe de Mechabotics, une startup de robotique, et je vous parle d'un sujet qui paraît a priori assez technique. C'est la question de mon entrepôt est plein, que fais-je? En fait, c'est un sujet qui a un impact social assez fort, puisque des entrepôts, il y en a beaucoup dans notre environnement, en France en particulier. Et je pense, moi, que la robotique a vraiment des propositions à faire qui vont permettre de stocker plus dans le même entrepôt et donc de résoudre ce problème d'espace. Alors, tout de suite, une petite image pour montrer justement en quoi ça vous concerne, vous comme moi, ce sujet des entrepôts. On en a tous vu, des zones logistiques à perte de vue qui concurrencent de plus en plus l'agriculture. Donc, dans un pays comme la France, qui est très agricole et qui est de taille moyenne, ça pose un problème. On comprend que ce n'est pas durable de construire sans fin. Entre industrie et agriculture, il faut choisir. Bon, il y a un texte de loi qui aide à choisir et qui est à la fois contraignant mais aussi garant de notre qualité de vie. C'est la loi zéro artificialisation nette, la loi ZAN, qui garantit qu'à horizon 2050, on ne pourra plus transformer des champs agricoles en entrepôts. Il va falloir se débrouiller avec les surfaces déjà construites. Donc, fini le temps de l'insouciance, la solution du je construis toujours plus n'est plus vraiment valable. Pour les régions ou les territoires tels que la Creuse, qui ont beaucoup d'espaces naturels, évidemment, ça va être difficile de construire. Il y a aussi un gisement qui est celui des friches industrielles, qui mérite d'être étudié de près pour les nouveaux projets. D'ailleurs, on peut trouver un inventaire fait par le CEREMA sur le site Cartofriche, plutôt sur des sites publics quand même, hein. Et donc, on peut toujours construire, hein, on peut demander un permis de construire pour reprendre ces surfaces, mais il faut être bien conscient que c'est long et difficile et pénible. J'ai un témoignage dans mon environnement en région toulousaine. Pour un entrepôt de petite taille, 10 000 mètres carrés, un hectare, c'est peu par rapport aux 250 000 mètres carrés des plus gros entrepôts français. Un an pour obtenir le permis de construire, et au total à peu près 6 ans pour pouvoir avoir le bâtiment fini. Donc c'est quand même un travail de longue haleine, et qui plus est, l'entrepôt a dû être réduit à trois quarts de sa surface initiale pour des raisons environnementales et urbanistiques. Donc c'est quand même compliqué de construire. Nous, on propose une solution qui est de dire, ben, on a des murs, on a déjà pas mal de surface. OK, il y a des besoins, il y a le e-commerce qui est en pleine croissance, il y a la réindustrialisation qui a besoin de surface. Eh ben, on va utiliser ces murs, mais un petit peu mieux, grâce à la robotique. Alors comment? Bon, déjà, on pourrait présenter ce qu'est un entrepôt, ce qu'on y trouve dans ces murs et sous ce toit. Donc là, j'ai pris une illustration du site Shippingbo qui montre différentes parties classiques d'un entrepôt. Tout d'abord, des quais de déchargement des poids lourds qui permettent de transférer le contenu du poids lourd sur une surface temporaire de stockage, surface de réception, qui fait à peu près la surface de la remorque du poids lourd. Tout de suite, il y a un contrôle qualité qui est fait, puis les produits sont stockés dans des zones de rangement, une réserve qui généralement est en hauteur pour pouvoir déjà être assez dense. Cette zone est nourrie régulièrement, c'est le réapprovisionnement. On prélève régulièrement, c'est ce qu'on appelle le picking, donc prélèvement à l'unité, picorage. Je ne sais pas trop comment le traduire en français, mais ces tâches de picking, elles se font aussi de façon plus intensive pour des petites pièces à hauteur d'homme. Et ça permet de préparer
des commandes sur des tables de colisage où on va étiqueter, regrouper les colis en palettes et ces palettes vont ensuite être expédiées toujours par les mêmes quais et les mêmes camions. Donc, ce qui est intéressant sur ce transparent, c'est qu'on voit que dans l'ensemble des zones de travail de l'entrepôt, OK, il y a une zone grande hauteur, généralement à 10-15 mètres, c'est la réserve, le stock. L'entrepôt, la plupart du temps, est fait à hauteur constante. Donc, c'est ce stock-là qui conditionne la hauteur de l'entrepôt. Mais tout le reste, ça se fait à hauteur d'homme. Donc, OK, vous avez un entrepôt à 15 mètres, mais une bonne partie des surfaces ne va utiliser que 2 mètres sur ces 15 mètres. Donc là, on devine qu'il y a un réservoir d'amélioration et que peut-être on va pouvoir mieux utiliser ces espaces. Alors, on a parlé des surfaces de déchargement camion. Là, on voit une solution qui est de densifier verticalement. Donc, ici, on est sur un entrepôt déjà de belle taille, 63 000 m², en région parisienne. Le coût de l'immobilier est très élevé. Et le choix qui a été fait par le constructeur, GSE Group, ça a été de proposer aux clients un entrepôt à 2 étages. C'est assez rare en France. Alors, ça apporte quoi? Ben, sur la même surface, bon, on voit que l'entrepôt n'occupe qu'une partie de la parcelle, hein. Il y a des parkings, il y a des surfaces végétalisées, voire avec des panneaux solaires. Et sur cette surface, on peut doubler le nombre de quais, puisque les camions peuvent non seulement décharger au sol, en bas à droite de l'image, mais emprunter la rampe et décharger au premier étage. Alors cette solution est rare parce qu'elle est chère, et c'est son principal inconvénient. Mais c'est clair que avec ça, on peut avoir 2 fois plus d'espace de déchargement. Alors nous, on propose une solution de densification verticale qui est plutôt sur d'autres parties de l'entrepôt, sur les zones de picking que j'évoquais précédemment. Donc, les opérateurs, comme vous et moi, peuvent raisonnablement picorer à 2 mètres de haut, dans des armoires qui sont dimensionnées en conséquence. Si on a, mettons, 10 mètres sous plafond, ça fait quand même 8 mètres perdus. Donc, nous proposons une solution robotique, cette fois-ci, qui est un robot qui peut embarquer un bras et exploiter le système de levage du robot pour que ce bras ait un espace de travail beaucoup plus haut. Donc, c'est un petit peu comme un opérateur qui aurait le bras très long, mais des opérateurs qui picorent à 4 mètres, c'est dur à recruter. Donc là, le robot résout ce problème. Il étend la hauteur de picorage, il évite un travail qui est quand même pénible, bras levé, et il double la densité de stockage vertical. Là, c'est avec l'hypothèse du doublement de la hauteur, de passer de 2 à 4 mètres. Je pense qu'on peut faire plus encore, mais c'est un premier niveau donc, qui permet d'augmenter de 100% la densité verticale. Alors, il y a de nombreux entrepôts qui utilisent ces zones de picking manuelles, notamment dans l'industrie, avec tout ce qui est stock de quincaillerie ou de petites pièces, et dans la pharmaceutique. Un des gros avantages de cette solution, c'est qu'elle est facile à implanter et elle ne bouleverse pas la disposition des armoires. Il faut juste les remplacer par des plus hautes, les allées et l'organisation du site. Il faut juste veiller à la collaboration pertinente entre opérateurs et robots et également réfléchir à des nouvelles organisations pour exploiter par exemple du travail nocturne, des 2-8 ou des 3-8 qui sont assez peu courants dans la logistique. À noter que le coût de ces machines est inférieur au coût de l'immobilier qu'on a vu précédemment. Donc la solution robotique, elle permet de faire des choses intéressantes à des coûts plus raisonnables. En termes de gains durables, dans le petit cadre vert en haut à droite, sur la base de 700 € du mètre carré d'entrepôt, entre 700 et 1000, hein, c'est un prix classique, 1 hectare de gagné, donc c'est un gain par hectare. Hein. Si vous doublez votre capacité, ça signifie que vous avez 1 hectare d'entrepôt à ne pas construire, donc c'est 7 millions d'euros d'économisés. C'est à peu près le prix d'une grosse centaine de robots. C'est 10 000 tonnes de CO2 économisées, non émis. Alors maintenant, horizontalement,
déjà, il faut regarder comment est fait l'entrepôt. Donc, en général, c'est basé sur un stockage sur palette. En Europe, les palettes ont un format 1200 par 800 mm, c'est le format IPAL. Et quand on met deux palettes côte à côte, desservies sur deux racks dos à dos, ça nous fait un rack qui fait à peu près 2500 mm de large. Maintenant, ces îlots sont séparés par des allées. Quelle est la largeur de ces allées? Ça, c'est un autre sujet qui est entièrement conditionné par les machines qui vont travailler. Donc, ces machines d'intralogistique, j'ai pris deux classiques. Le chariot frontal, le chariot à fourche classique, qui porte la palette à l'avant du véhicule. Et puis le chariot à mât rétractable. Alors, j'ai pris la marque allemande Jungenrich parce que c'est un leader européen de la logistique, de la machine logistique, et parce que ce sont également les inventeurs du chariot à mât rétractable. Donc, en quoi ça consiste? Eh bien, au lieu d'avoir la palette à l'avant du véhicule, comme pour le chariot frontal, on prévoit une sorte d'encoche dans le châssis vu de dessus, qui a une forme un peu de U, qu'on voit sur le dessin en haut à droite. Et la palette, on peut la reculer. Tout le mât de levage recule avec la charge à l'intérieur du châssis, ce qui permet d'avoir une longueur globale plus courte. Alors, en quoi ça conditionne les largeurs d'allée? Ben, le but, c'est que le véhicule se déplace dans le sens de l'allée, puis il se mette face au rack. Et cette manœuvre de braquage, sur ces deux machines, elle est avec un rayon de braquage nul, puisque la roue arrière peut se mettre à 90 degrés. Donc c'est idéal, ça peut être pire que ça. Et dans ces conditions-là, un chariot frontal réclame environ 3,50 m d'allée. 3,25 m sur ce petit modèle. 3,50 m, c'est la valeur classique de largeur des allées pour le tout venant des chariots. Si on a des chariots à mât rétractable, le coût est plus élevé. Mettons 20 000 pour un chariot frontal, 40 000 pour un chariot rétractable. Et on gagne un petit peu, puisque les allées ne font plus que 2,70 m. Donc, 2,70 m ou 3,50 m, c'est de l'ordre de 3 mètres. C'est un petit peu plus que les racks mis dos à dos. Donc, plus de la moitié des surfaces de l'entrepôt sont du vide, sont des allées. Ça fait réfléchir. Si on combine avec le fait que les parties hautes des racks sont généralement à faible rotation, parce que c'est long d'y amener les objets, donc ce n'est pas aussi utilisable que les parties basses, on peut dire que un quart du volume de l'entrepôt est utilisé correctement dans la partie stockage dense, grande hauteur. Un quart. On peut raisonner aussi sur le marché. Si je prends l'hypothèse de 10 milliards de mètres carrés de surface d'allée, il y a donc un gisement d'à peu près 7 000 milliards d'euros de surface d'allée à mieux utiliser avec des robots que je vais vous présenter juste après. Alors, comment on peut densifier horizontalement? Sans rentrer dans les détails techniques, sachez qu'avec les robots qu'on développe, on peut descendre à des allées jusqu'à 1,50 m de large. Sur l'exemple qui est ici, passer de 3,50 à 1,50, ça veut dire un rack de plus dans votre entrepôt, 30% de palettes en plus dans les mêmes murs. Donc c'est un gain de l'ordre de 2 millions d'euros par hectare, 3000 tonnes de CO2, donc loin d'être négligeable, surtout que la majorité des entrepôts sont à palettes. Il y a un sujet qui peut encore bénéficier d'une densification horizontale avantageuse, c'est celui des charges longues, qu'on trouve beaucoup dans les entrepôts de matériaux, où on va stocker des produits métalliques, par exemple, qui sont traditionnellement à 6 mètres de long, des poteaux, des tubes, on en trouve aussi pas mal dans le génie civil, dans le secteur du bois. Donc un chariot frontal avec une charge de 6 mètres, eh ben, il a besoin d'à peu près 7 mètres d'allée, alors que notre solution qui permet un port latéral peut se contenter d'allées de 2 mètres. Alors comment ça marche? Notre robot s'approche de la charge, la soulève, recule un petit peu pour dégager la charge, se déplace en crabe dans l'allée et prend le virage pour rejoindre l'allée centrale. Donc c'est le premier robot mobile à chargement latéral. Ça permet 100% de gain, ce qui est quand même considérable. On retombe sur nos 7 millions d'euros par hectare. Voilà. Donc pour conclure, j'espère que ma présentation vous a convaincu. Il y a de l'espace dans nos entrepôts qui est inutilisé.
Il faudrait densifier ces entrepôts pour avoir une meilleure approche durable, pour répondre à un besoin également économique dans notre pays. Nous développons des robots modulaires, M3 Cooper, qui sont capables d'émuler la plupart des machines classiques, chariot frontal, chariot à main rétractable, gerbeur, chariot grande hauteur, et proposent aussi des fonctionnalités supplémentaires, notamment cette question du picorage, du prélèvement en hauteur, qui est obtenu avec un bras robotique embarqué dans le système de levage. Le gain atteint 100%, on l'a vu, en densité verticale. Côté horizontal, il y a deux cas. Le cas des palettes, qui est le gros du format des stockages. Donc là, 30% sont envisageables, 30% de densification. Et le cas des charges longues, où on peut aller jusqu'à 100%. Donc quand même de belles économies qu'on pourrait imaginer. Alors, nous, on a en plus une approche modulaire, hein, c'est-à-dire que les robots, un peu comme des briques Lego, sont achetés une seule fois, mais sont recombinables plusieurs fois dans la vie du robot et du site industriel ou logistique pour accompagner l'activité, ou un gain financier encore plus haut. Donc, en ce sens, on s'inscrit vraiment dans une approche résiliente, adaptable, et pour pouvoir permettre une meilleure réindustrialisation dans notre pays, qui est un sujet qui intéresse également beaucoup l'association des entrepreneurs. Donc, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas, contactez-nous, moi-même, côté Mechabotics, ou Christophe Faury, côté de l'association des entrepreneurs. Je suis à votre écoute pour les questions qu'il pourrait y avoir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors donc les questions dans le chat. Donc moi j'ai une question quand même. Est-ce que c'est compliqué à mettre en œuvre? C'est-à-dire est-ce qu'il faut des grandes compétences? Est-ce que ça se programme? Comment ça fonctionne? Et justement, est-ce que c'est uniquement pour grandes entreprises, grands entrepôts, ou est-ce que quelqu'un qui a un petit entrepôt pourrait aussi avoir pas mal à gagner, quoi? C'est une vraie question. Donc, c'est à deux niveaux. Donc, la première question, le premier niveau, c'est est-ce que robotiser sa flotte logistique est compliqué? Non, je dirais. Il faut quand même quelqu'un à temps plein qui s'en occupe. Il faut qu'il y ait un réseau installé, de préférence type Wi-Fi, réseau sans fil à l'échelle du site. Ce n'est pas le cas de tous les sites logistiques, donc premier point à vérifier. Et ensuite, ces robots, il faut les commander. Généralement, c'est fait par le biais soit d'un système de gestion de stock, type ERP, premier niveau, et encore mieux avec un logiciel spécifique qu'on appelle Warehouse Management System, qui va piloter finement les robots et définir précisément l'emplacement de tous les objets dans les racks. Donc ça, c'est quand même deux prérequis si on veut vraiment en tirer le mieux. Ça peut se faire, ça peut être quelque chose qu'on installe dans un site qui n'est pas doté. Et après, il y a la question des robots modulaires. Donc nous, notre idée est qu'on investit une seule fois dans une brique robotique et qu'on peut réutiliser ensuite cet investissement. Donc la reconfiguration est faite par Mechabotics et ses partenaires. C'est pas forcément très coûteux, c'est de l'ordre de quelques heures. Et il faut par contre que ce soit fait correctement pour assurer la sécurité de l'assemblage. Et l'avantage, c'est que ça évite d'acheter des machines. La plupart du temps, on achète des machines en double, en triple. On a 2 ou 3 exemplaires au cas où il y en a qui tombent en panne. Et ces machines-là, on les paye et on les maintient. Et elles servent peu. La plupart des sites que je connais, ils ont des exemples comme ça. Et nous, on voudrait faciliter l'arrivée de la robotique avec des robots qui travaillent tout le temps, pas des robots qu'on a dans un coin au cas où. Alors, j'ai une question. Dans le cas d'entrepôts ou d'usines en restanque, c'est-à-dire avec un sol comme des marches d'escalier de 30 mètres de large, le robot Mechabotics peut-il monter des rampes et de quel pourcentage? Alors, il y a deux sujets, hein. Il y a la qualité de la dalle. Donc, ça, c'est partagé par toutes les machines à roues, chariot élévateur compris, hein. Généralement, il faut des bonnes dalles. Je peux revenir d'ailleurs sur un sujet qui est l'usure des dalles. J'ai découvert dans la gamme Junkenrich qu'il y avait des versions 2 roues
motrices et des versions une roue. Et le gros avantage des versions à 2 roues motrices, un petit peu comme un train d'atterrissage avant d'avion, c'est que ça use moins. Quand la roue pivote, quand le train, la double roue pivote, ça use beaucoup moins les sols. C'est la principale cause d'usure des dalles, et parfois il faut ragréer les dalles, et ça a un coût important sur des hectares considérables. Donc il faut un sol lisse. Après, des rampes, il n'y en a pas tant que ça dans les entrepôts. Généralement, on a des capacités de monter à 5% pour la plupart des engins, le robot inclus. S'il y a des seuils, il faut trouver des solutions de franchissement. Mais sur des sites qui travaillent intensivement, c'est très rare qu'il y ait des seuils. Par contre, en livraison urbaine, le seuil le plus classique, c'est le trottoir. Si vous avez déjà eu une palette à passer, un trottoir à passer avec un transpalette un peu chargé, vous voyez ce dont je parle. Et là, on a des versions Mechabotics qui sont en développement, qui pourront franchir les obstacles avec charge. Mais la plupart des chariots élévateurs ne le peuvent pas. Alors, une question, est-ce que j'ai bien compris? En fait, le robot peut être piloté par le RP, c'est-à-dire que c'est totalement... Oui, il y a 100 hommes, quoi, parce que là, les machines qu'on voit justement sur ce transparent sont des machines qui sont pilotées par des hommes. Donc là, ça serait directement piloté par ordinateur, finalement. c'est ça. L'idée est pas forcément de prendre tous les déplacements en palette, mais en tout cas ceux qui sont répétitifs, prévisibles. Bon, il y aura toujours quelques machines pilotées pour pouvoir répondre à des besoins ponctuels ou d'urgence, mais pour tout ce qui est répétitif, en gros, tout ce qui est lourd, répétitif et casse-pied comme tâche, l'idée est de le robotiser. Comme ça permet dans votre équipe logistique de réaffecter vos personnels à des tâches plus compliquées qui réclament de l'analyse, le sens de la qualité notamment. Donc tout ce qui est contrôle qualité, préparation de commandes, c'est un petit peu compliqué à faire avec des machines, avec des robots. On a besoin d'hommes et ils le font très bien. Donc votre même équipe, en la redéployant et en la complétant par quelques robots, vous allez augmenter votre productivité. Mais oui, l'idée, c'est bien d'avoir l'ERP qui pilote votre flotte. D'accord. Et, et est-ce qu'il y a, alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des exemples, par exemple, je pense à Amazon notamment. Est-ce que Amazon il y a des systèmes totalement automatisés comme ça, où il reste quand même des hommes qui vont chercher des colis, des livres, parce qu'on pense le livre, c'est quand même une petite chose, quoi. Enfin, ça va être compliqué Mhm. d'aller la chercher dans dans une grande installation, quoi. Comment ça se Alors, ça passe? dépend vraiment des sites, hein. Bon, Ouais. Amazon a été des premiers à se robotiser, notamment sur les très grands sites, les sites de 250 000 m² que j'évoquais, hein. Certaines parties sont robotisées. Ils ont une approche qui est de travailler plutôt avec des armoires à hauteur d'homme et d'amener les armoires à l'opérateur pour diminuer les surfaces, enfin, les longueurs de trajet des opérateurs. Donc, je n'ai pas forcément vu enfin, je ne prétends pas avoir tout vu, mais en tout cas, dans les systèmes robotisés d'Amazon que j'ai vus, c'était plutôt ça. Je n'ai pas vu de robot descendant des racks à palette. Ça reste un sujet un peu plus compliqué puisque il faut quand même prendre la bonne palette en toute sécurité, en hauteur, avec des charges lourdes. Donc, il y a des marques françaises, hein, qui se sont spécialisées là-dedans. Je pense à Balio, par exemple, qui est un expert, qui a robotisé toute la gamme de Fenwick. Voilà. Donc Amazon n'est pas le seul, loin de là. Et je pense qu'il y a encore pas mal de tâches pénibles et répétitives qu'on peut robotiser pour augmenter notre productivité. Alors j'ai une question là, c'est les sociétés de conseil en logistique, sont-elles au courant de cette solution française? Alors la solution française, nous, Mechabotics, on est start-up, elle est en développement, cette solution. Il y a encore besoin, on est en levée de fonds, on cherche 1 million d'euros supplémentaires là, pour boucler notre tour de table. Donc voilà, c'est pas encore un produit qui est sur le marché, mais on est TRL 6-7 sur l'échelle de maturité. On cherche des partenaires et j'ai essayé de montrer aussi en quoi ça pouvait avoir un impact sur la réindustrialisation, puisque ça permet
des économies, puisqu'on achète par morceau, par brique, par module, et on réutilise. Et ça, on est les premiers à sortir ça sur le marché. Et je suis convaincu que ça peut vraiment permettre de démocratiser l'utilisation de la robotique, de diminuer les coûts d'investissement et de répondre à pas mal de nos problèmes de réactivité aussi. D'accord. Alors, ce que je note aussi, c'est que ce n'est pas un robot humanoïde, parce qu'on nous parle beaucoup de Mm. robots humanoïdes en disant que ça va faire des miracles, mais finalement, robot humanoïde, là, ils ne sont pas adaptés du tout. À leur état de maturité actuel, les robots humanoïdes, ils défrichent pas mal de sujets. Ils sont très impressionnants, mais il y a un effet waouh, mais pas forcément de concrétisation sur les sites industriels. Les capacités de levage sont très faibles, mais à quelques dizaines de kilos maxi. Et là, on parle de machines qui lèvent minimum une tonne. Euh, qui plus est, l'humaine n'est pas forcément la meilleure structure pour pouvoir stocker un moteur. Donc, OK pour les humanoïdes, mais pas dans les zones de stockage et pas sur le transfert de palettes ou de caisses. En moteur, en tout cas. Ok, très bien. Bon, ben, on n'a plus de questions, donc peut-être qu'on va s'arrêter là. Donc, merci beaucoup, hein, c'était très clair et très, très bien. Eh bien, Voilà. merci pour les questions. Au plaisir d'en rediscuter. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.